Bonjour à tous, c'est une vidéo pour vous présenter un petit peu comment fonctionnent les centrales nucléaires dans notre pays. Il y a 75% de la production électrique qui est faite grâce à ce mode de production. Alors avant d'introduire cette méthode, je voudrais vous faire part des différentes techniques qui sont possibles dans ce domaine. Vous pouvez fabriquer donc de l'énergie électrique de différentes façons en utilisant comme source primaire des hydrocarbures ou des dérivés du pétrole, en pétrole, gaz naturel, charbon. Le principe il est simple, vous faites chauffer ce combustible, c'est le programme de quatrième, et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire chauffer de l'eau en vue de fabriquer de la vapeur. Alors, dans les différents modes de production, effectivement, on se retrouve à fabriquer de la vapeur d'eau pour faire tourner une turbine qui va entraîner la rotation donc d'un alternateur. Alors, l'alternateur, la technique, elle est un petit peu particulière, puisque l'objectif est de faire tourner un aimant à l'intérieur d'une bobine de fil de cuivre, ou alors de faire tourner une bobine de fil de cuivre à l'intérieur d'un aimant. Donc vous vous trouvez ici avec l'alternateur, qui, entraîné par la turbine, qui elle-même est entraînée par la vapeur d'eau sous pression, va créer cette énergie électrique. Vous pouvez faire pareil avec une centrale nucléaire, le principe est exactement le même, sauf que cette fois-ci c'est un réacteur, ce n'est plus une réaction purement chimique qui va se faire. La vapeur d'eau qui va être faite va donc entraîner la turbine, qui elle-même va entraîner l'alternateur et donc créer de l'énergie électrique. La question que l'on va se poser, c'est que se passe-t-il au niveau du réacteur? Et c'est là tout l'enjeu de cette vidéo. Vous pouvez également faire tourner la turbine en utilisant de l'énergie de position et donc qui va être transformée en énergie cinétique. Globalement, c'est de l'énergie mécanique qui va entraîner la rotation de la turbine et donc la rotation de l'alternateur qui va créer l'énergie électrique. Une éolienne, c'est exactement la même chose. Une éolienne, là vous faites tourner donc l'énergie mécanique, le mouvement des molécules de l'air va entraîner la rotation des pales, qui va entraîner elle-même l'alternateur. Il y a un multiplicateur entre les deux qui permet d'accélérer l'alternateur. Donc vous voyez, l'alternateur, il est crucial, puisque c'est lui qui permet de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. À ce titre, je peux vous faire voir une petite simulation qu'il y a sur le site PCCL, où vous voyez que la base de la création de l'alternateur est la suivante, à savoir, si je prends un aimant, une bobine, je vous ai bien dit qu'il fallait bouger un aimant à l'intérieur d'une bobine. Regardez, je prends un aimant, une bobine, un voltmètre branché aux bornes de la bobine, et bien dès que je vais mouvoir l'aimant, regardez, une tension va se créer. Si je l'amène vers le centre de la bobine, effectivement la tension est positive, dans le sens inverse, négative, etc., etc. Donc le tout est de pouvoir faire une rotation, cette fois-ci, de l'aimant à l'intérieur de la bobine. C'est le principe de base de la création de l'électricité. Vous convertissez de l'énergie mécanique en énergie électrique. Et le but du jeu, c'est finalement faire bouger l'aimant à l'intérieur de la bobine. Dorénavant, donc, maintenant que nous avons les différents modes de production d'énergie électrique, je reviens tout particulièrement à celle-ci, l'énergie donc nucléaire, qui va nous permettre d'avoir cette énergie mécanique. Alors, comme je vous l'ai dit, il va falloir créer de la vapeur d'eau. Dans le cas de l'énergie thermique créée par une centrale thermique classique, c'est donc la combustion qui permet de générer la chaleur. Là, ce n'est pas du tout une réaction donc chimique de combustion. Je reviens donc à une des parties du livre où vous avez deux petites choses, je vais vous la faire voir tout de suite, à savoir que vous avez d'un côté, regardez, sur la page 326 et 327 de votre livre, donc vous retrouvez le schéma de la centrale nucléaire avec le réacteur, le générateur de vapeur, donc le but du jeu c'est que ce réacteur puisse créer de l'énergie thermique. Alors comment se faire ? Il existe deux types de réactions. Regardez, ici, il y a la réaction de la fission, réaction de fission, et là, la réaction de fusion thermonucléaire. La réaction de fusion, ici, c'est la réaction que l'homme rêverait de maîtriser un jour, à savoir, c'est l'énergie du soleil. Alors, très rapidement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, dans le Soleil, il y a des isotopes, on en a déjà parlé dans le cours de chimie, des isotopes de l'hydrogène, à savoir le tritium et le deutérium. Ces éléments chimiques très légers, regardez, ils sont assez simples
puisqu'ils sont constitués d'un nombre de neutrons et de protons très faible, eh bien, que font-ils? À un moment donné, ils arrivent et l'un contre l'autre, ils vont se télescoper. Ce télescopage donc va entraîner cette réaction de fusion. Ils vont fusionner et ça va libérer énormément d'énergie. 50 fois plus d'énergie en règle générale qu'une réaction de fission thermonucléaire. Et en retour, donc cette libération d'énergie se fait et il y a donc une création d'hélium. Alors l'hélium c'est un autre élément chimique. Alors regardez, hein, si vous regardez attentivement les schémas, effectivement, vous retrouvez deux protons ici. Ils étaient bien là au préalable, hein, les deux protons ils étaient ici. Et je retrouve là au départ j'avais 1, 2, 3 neutrons. Et vous les retrouvez ici, 1, 2, et il y en a un qui se retrouve tout seul et qui repart un petit peu dans la nature, on va dire ça comme ça. Ça libère énormément d'énergie. Bon, pour l'instant, l'homme ne sait pas maîtriser encore cette énergie. Les études sont faites. Peut-être qu'un jour, nous aurons des réacteurs qui permettront de maîtriser parfaitement cette fusion thermonucléaire. Dans nos centrales nucléaires, ce ne sont pas des réactions de fusion que nous avons, mais ce sont tout simplement des réactions de fission thermonucléaire. Alors le principe, il est le suivant. Eh bien, nous prenons des très très gros atomes. Alors souvent, voilà, hein, vous avez l'atome d'uranium qui est ici. L'uranium ici 235, vous avez un neutron qui arrive. Alors effectivement, le nombre de protons et de neutrons est très important. Je ne reviens pas sur cette partie du chapitre de chimie, je vous laisse vous y reporter. Mais un neutron va arriver et va un petit peu faire comme au bowling, va faire un strike, hein. Il va fissurer l'atome et le partager en deux. Et là également, hein, cette fission de l'atome d'uranium va entraîner une très grande libération d'énergie. Vous allez donc avoir un partage de l'atome d'uranium, vous allez avoir deux nouveaux éléments chimiques qui vont être créés, à savoir le strontium et ici, dans notre cas de figure, le xénon, plus deux neutrons qui vont partir à très grande vitesse. Il va y avoir alors ce qu'on appelle une réaction en chaîne, hein. Chaque neutron ici qui va partir va aller télescoper à nouveau d'autres atomes d'uranium, et il va y avoir ce qu'on appelle des réactions en chaîne. Alors certains atomes créés, bien évidemment, sont des atomes qui ne posent pas de problème, mais la plupart vont être des atomes qui vont être radioactifs, et effectivement c'est le gros inconvénient des centrales nucléaires, c'est qu'ils vont générer des éléments chimiques qui sont radioactifs, dont on ne sait trop que faire, et que nous sommes obligés un petit peu de mettre sous terre dans des fûts et d'oublier. Voilà. Donc, à partir de cette réaction en chaîne, on a une libération d'énergie, et nous revenons à notre propos premier, à savoir que, au niveau du réacteur nucléaire, il va y avoir cette grande libération d'énergie qui va permettre de chauffer l'eau liquide, de créer la vapeur. Cette vapeur sous très forte pression va faire tourner la turbine, qui elle-même va entraîner l'alternateur. Et nous allons donc avoir la création d'électricité. La problématique, elle est la suivante, à savoir que l'homme a dû créer trois circuits d'eau indépendants les uns des autres. Pourquoi? Parce que cette circulation d'eau là qui est autour du réacteur, cette eau elle est radioactive souvent, donc il est hors de question qu'elle aille à l'extérieur. Voilà, donc elle reste en circuit fermé, c'est le circuit primaire. Cette eau en circuit fermé, en cas de fuite, alors peut-être être en contact avec le circuit secondaire. Mais si le circuit secondaire qui est ici, qui est un circuit fermé à nouveau, est en contact avec l'eau radioactive, eh bien en principe la troisième qui, elle, va servir juste à refroidir la vapeur, ne doit pas être contaminée. Voilà, donc il y a trois circuits, circuit primaire, circuit secondaire, circuit tertiaire, et ça doit nous assurer un petit peu, en règle générale, le fait qu'il n'y ait pas de fuite radioactive vers l'extérieur. Alors comme vous l'avez compris, les principaux inconvénients de ce mode de production, c'est qu'effectivement, eh bien, il y a une génération au niveau du réacteur d'éléments radioactifs, comme je l'ai dit au préalable, et autre inconvénient, pas des moindres, eh bien, ce système est très efficace, le rendement est très très bien, mais le jour où une centrale nucléaire, excusez-moi l'expression, part en cacahuète, en général, on s'en souvient pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, en Ukraine, il y est en 1986, je crois, et c'est ce qui s'est passé aussi à Fukushima, mais cette fois-ci, c'est un tsunami qui a provoqué la défaillance de la centrale nucléaire. Il est vrai que faire des centrales nucléaires dans des zones hautement sismiques, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette petite vidéo, que vous avez compris maintenant comment se formait donc l'électricité grâce aux centrales nucléaires.
Et puis, je reste à disposition pour d'éventuelles questions en classe. À bientôt!